Notre invité de ce soir a eu un papa fort célèbre et parmi toutes les citations et les nombreux sketchs dont il est l'auteur, il a eu cette phrase magique. Il faut rire de tout, c'est extrêmement important. C'est la seule humaine façon de friser la lucidité sans tomber dedans. Marie Desproges est notre invitée et elle va nous demander de nous arrêter. Générique. Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter et de retour en ce lundi 7 juin 2021. Nous sommes ravis de vous retrouver, chers amis auditeurs. Bonsoir Laurent, bonsoir Alain. Bonsoir. Salut Cyril. Salut Alain, comment allez-vous ? Ma foi, ça va. Hein. Alors ce soir, tu nous as fait une petite présentation sympathique. Ce soir, on est très contents et très fiers. Tu vas nous la présenter, Cyril. Et bien sûr, bonsoir Marie Desproges. Bonsoir. Vous êtes sur West Track Radio au Havre et vous nous avez fait l'amitié d'accepter notre invitation pour parler de votre papa, puisque vous êtes plutôt rare dans les médias. Donc on est vraiment ravis que vous nous ayez accordé, j'ai envie de dire, ce privilège. Je vais vous avouer que c'est la première fois que je participe à une émission. Voilà. Eh bien, ça nous fait très plaisir que vous nous ayez choisi, nous. Donc, on est au Havre, dans une radio locale qui s'appelle West Track Radio. Et vous êtes à l'émission, je vous demande de vous arrêter. Donc, on est entre nous. On va pouvoir discuter de votre père, Pierre Desproges, puisque c'est de lui dont il s'agit. Et on a plein de questions à vous poser, évidemment. Mais les questions, elles sont du point de vue de la femme que vous êtes. Et évidemment de la petite fille que vous avez été, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est connaître un peu mieux Pierre Desproges du point de vue de la personne que vous êtes. Et donc pour ça, je vous le disais, plein de questions, et on va peut-être commencer à ouvrir les hostilités, et pour ça je cède la parole à Laurent. Oui, alors Marie, merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Alors, la première question que j'aurais à te poser, c'est une question un peu difficile, un peu large. C'est quoi d'être l'enfant et quel est ton ressentiment d'être l'enfant de Pierre Desproges qui est encore aujourd'hui connu de tous, comme tu le disais tout à l'heure, ses citations, on les connaît tous. C'était quoi d'être la fille de Pierre Desproges ? J'ai pas été la fille du boucher du coin non plus, donc j'ai pas d'autres références. Donc j'ai que cette référence-là, donc ça fait quoi ? J'en sais trop rien. Après, enfant, c'était pas toujours simple, faut l'avouer. Mais comment dire ? C'était ma vie, c'était comme ça, c'était tous les jours comme ça. Je détestais quand il venait me chercher à l'école. Il s'est souvent servi de moi dans la rue pour que je serve de bureau pour un autographe. Fallait que je me baisse. Je me sentais déjà assez humiliée comme ça. Lui qui aimait pas être humilié, ça le dérangeait pas de m'humilier moi. Donc je devais faire office de bureau pour écrire un petit message, un petit autographe sur mon dos. Enfin, avec une feuille de papier quand même entre moi et le dos. Et voilà. Et en général, quand les gens partaient, je leur tirais la langue. Donc j'avais quand même un côté où j'étais pas très très aimable. Ça, franchement, je vais parler honnêtement, ça m'emmerdait un petit peu. Mais tu comprenais est-ce que à ton âge, tu comprenais la célébrité ou ? Tout à fait, je comprenais la célébrité. En fait, mon père a commencé pour moi dans ce dont je me souviens réellement. Il a commencé carrément à faire une émission qui était l'ancêtre du Cyclopède. La minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, c'était le professeur Corbignou. Et cette émission passait dans vous allez vous en souvenir, de Casimir.
Oui. Tout à Donc fait. forcément, quand tout ça a été filmé, je devais avoir 6-7 ans. Donc j'étais à l'école où on regardait tous Casimir. Et quand le lendemain matin, j'allais à l'école où mon père avait fait une apparition, tous les élèves me disaient « Ah, il est con ton père, il est con, ah, il est con ton père ». Donc très vite, je savais que tout le monde voyait mon père. Je savais reconnaître très vite les professeurs qui me chouchoutaient un peu parce que j'étais la fille d'eux, que ça les faisait rigoler de voir des caméras devant chez moi, parce que tous filmaient beaucoup à la maison. Voilà. Mais donc oui, j'ai eu très vite conscience de ce qui se tramait, enfin de comment ça fonctionnait. Donc, on peut peut-être le dire, Pierre Desproges, c'est sur la période, c'est 1939-1988, et toi-même, Marie, tu es née en 1975. 75, voilà. On ne dira pas 46 ans aujourd'hui. Ah bah, si, on peut le dire. La fausse pudeur, non merde. Donc effectivement, dans ton parcours de vie, tu as eu l'occasion de le côtoyer sur, si je dis pas de bêtises, sur 13 années, de 1975 à 88. Et donc, ces 13 années, est-ce que aujourd'hui, tu nous as donné là à l'instant une petite anecdote. Ces 13 années ont été un peu comme un grand 8, avec des hauts, des bas, ou ça a toujours été pour toi quelque chose finalement qui faisait partie de ta vie et tu t'y es adapté? Il a fallu s'y adapter plus difficilement à partir du moment où il a fait des spectacles, à partir du moment où il était en tournée, où là ça pouvait lui arriver de façon rare quand même, mais ça pouvait lui arriver de partir facilement 2 semaines de suite, où ça devenait plus compliqué en tant qu'enfant de pas voir son père pendant un certain temps. Et mais sinon non, vu il a commencé Le Petit Rapporteur en 75, l'âge de ma naissance, enfin l'année de ma naissance pardon, et donc très vite ça a été quelque chose de commun, d'habituel. Enfin, j'ai pas eu besoin de m'adapter, à part pour les spectacles, où le rythme de vie là changeait véritablement. Parce que même quand il était en radio, sur France Inter, tout ça, il rentrait le soir. Il faisait ses trucs la journée. J'avais un bonhomme qui rentrait le soir à la maison, comme tous les parents. Après, j'avais des parents qui travaillaient beaucoup à la maison. Papa écrivant, il a beaucoup écrit à la maison. Donc là, c'était encore autre chose. Fallait comprendre que nos parents étaient à la maison, mais pas disponibles pour nous, parce qu'ils bossaient. Donc ça, c'était encore autre chose de plus difficile, mais on s'y habituait. Et puis j'étais avec ma sœur beaucoup, et on avait l'habitude, et on allait jouer dans nos chambres, dans nos salles de jeu respectives, ou à deux, et tout se passait très bien. Quand il y avait une interview à la maison, on savait qu'il fallait fermer nos gueules. On fermait nos gueules. On respectait, on connaissait le truc. Voilà. Alain, Non, je crois que tu voulais. Alors, t'as pas levé la main sur j'avais une question en tête, alors qu'il n'y a pas de rapport avec Le Petit Rapporteur, bien que moi, Le Petit Rapporteur, j'ai beaucoup suivi ça. Je regardais tous les dimanches, parce que c'était une bonne occasion de se prendre la gueule quand même. Et donc par contre, je me posais la question fugacement là. Est-ce que ton papa, Marie, aurait pu faire les grosses têtes? Jamais de la vie, je pense pas. C'est une vraie Mais en fait, la vraie, enfin, j'aime pas. C'est compliqué de parler à la place d'un mort quand même, parce que voilà. Mais je ne pense pas, parce que papa était quelqu'un d'assez assez solitaire dans son travail. C'est pour ça que, vous voyez, quand il a fait Le Petit Rapporteur, ça n'a duré que 6 mois. Ça a été très court, en fait, très très court. D'ailleurs, ma mère, un jour, je pense qu'il se prenait un peu la tête avec Jacques Martin, parce que Jacques Martin coupait au montage sur certains trucs, bon voilà, donc ça lui plaisait plus, il se sentait plus libre, et ça, la liberté, c'était sa liberté chérie, c'était très important. Et un jour, ma mère a allumé la télé, parce que c'était quand même en direct, elle allume la télé, mon père n'étant pas à sa place, elle se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Et en même temps, au même moment, elle entend la porte claquer de la maison, en disant « Oh, j'arrive, il faut chier !» Excusez-moi, je suis très grossière. Hein. Je suis comme mon père, j'ai pas été élevée par un lapin. Je suis très grossière. J'essaye de pas être vulgaire, mais grossière. Donc voilà, au même moment, voilà, il quittait une émission du jour au lendemain. Et
être dans les grosses têtes, se retrouver au milieu d'une bande qui ils font quoi? Ils font des blagues, c'est ça? Oui, c'est ça. Il se sera emmerdé, et puis les blagues, je pense que c'était pas son truc. Et puis c'était un clown triste à la rigueur. Donc se retrouver au milieu de ce genre d'ambiance, en tout cas, je pense que ça lui aurait absolument pas plu. Sans parler des gens qui pouvaient y avoir autour des tables, ça lui aurait pas plu non plus. Desproges, il était très France Inter, quoi, pas RTL. Hein. D'accord. C'était un type très France Inter. Il avait besoin d'une certaine qualité. Non, mais Cela dit, c'est pas, me c'est pas tout à fait faux. Hein. C'est pas la même chose. France Inter. C'est pas pareil. Voilà. Et quand on sait que c'est que ses amis, puisque je crois qu'on peut le dire, Coluche, Thierry Leluron, il a eu l'occasion de travailler avec eux sur des radios différentes. Oui, très vite fait, et de là parler d'amitié, oh là là, Pas forcément. C'est vite. C'est ce que nous, en tant que spectateurs, on pouvait peut-être se faire comme idée. Écoutez, je vais vous parler d'une petite anecdote où mon père s'est retrouvé un soir à dîner justement avec Leluron et Coluche. Eux-mêmes n'étaient pas accompagnés de leur compagne, mais mon père était venu avec ma mère parce que sans ma mère, il n'arrivait pas à grand-chose. Et enfin, il avait besoin d'elle comme une béquille, ou je sais pas. Et quand ils sont rentrés, mais ça c'est ma mère qui me l'a raconté plus tard comme anecdote, mais quand ils sont rentrés à la maison, en voiture, après ce dîner, mon père a dit à ma mère, quand même, c'est rigolo parce que on est les trois humoristes du moment et on ne s'est jamais autant fait chier pendant le dîner. Tellement, tout le monde aurait peut-être rêvé de voir Coluche, Desproges et Leluron en même temps, et on ne s'est jamais autant emmerdé. Je crois qu'ils sont rentrés assez tôt ce soir-là. Ça s'est pas éternisé. Oui, Laurent. Oui, excuse-moi Marie. Alors il est toujours très difficile de réduire très rapidement, de segmentariser, on va dire, la carrière de Pierre Desproges. Bon, c'est vrai qu'il a démarré en tant que journaliste. Je crois que c'était l'Aurore de mémoire. Et effectivement, moi j'ai l'impression, quand je regarde la carrière de ton papa, j'ai l'impression que tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, et je rebondis à ce que tu disais, ce qui m'épate aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de Pierre Desproges et qu'on voit des extraits, soit d'émissions ou autres, en fait, il est jamais resté très longtemps dans certains endroits. Il n'est pas resté très longtemps avec Thierry Leluron, pas très longtemps au Petit Rapporteur, et pour autant, à chaque fois qu'il est passé, c'est resté culte. Est-ce que ton père, il n'avait pas un peu la bougeotte? Est-ce que quelque part, il ne voulait pas on va dire, rentrer dans un siège et y rester ad vitam aeternam? Alors, je vais essayer d'analyser la chose parce que j'ai pas de réponse franche. Encore une fois, c'est dur de parler à la place d'un mort. Mais je dirais que c'était quelqu'un qui avait vraiment une soif de liberté. Et je pense que quand même bosser avec les autres était difficile pour lui. Desproges, ce qu'il aimait, c'était, comme il disait, c'était un écrivain. Ce qu'il aimait, c'est l'écriture. Vraiment par-dessus tout, plus que le spectacle encore. Ce qu'il aimait, c'est l'écriture. Quand il écrivait pas, il lisait. Ce qu'il aimait encore plus, c'était lire. Il s'amusait à créer des mots fléchés, si vraiment il n'y avait plus rien à écrire, plus rien à lire. Enfin, pendant les vacances, il pouvait créer des mots fléchés, des trucs. Enfin, tout ce qui l'intéressait, c'était le mot, le verbe. Voilà. Et le fait d'être dans une case et enfermé avec des gens où très vite il va pas se sentir libre. Comme il disait, quand je commence à mettre des sabots dans la gueule de ma femme, c'est que je commence à être malheureux, c'est qu'il faut que je parte. Et je pense que très vite, il était malheureux avec les autres. Il se sentait pas libre. C'est l'impression que j'en ai, moi. Alain ? Oui, pour autant, alors je reviens sur ce que disait Laurent. Il laissait quand même une très forte impression parce que le Petit Rapporteur c'est un peu loin, mais moi c'est curieux, je me rappelais pas que Desproges ait fait que 6 mois donc avec l'équipe du Petit Rapporteur. Pour moi, il a fait des années, donc autant dire qu'il laisse une très très forte impression parce que moi Mais peut-être qu'il laisse une forte impression. Excuse-moi, je te coupe, Alain. Mais peut-être qu'il a fait une forte impression parce qu'à chaque fois il restait pas longtemps. Oui. Peut-être que s'il était resté plus longtemps à chaque émission, peut-être qu'il aurait emmerdé tout le monde, comme Ruquier peut faire chier tout le monde, parce que ça fait 20 ans qu'il est à la télé et que voilà.
Je dis pas qu'il a pas de talent, justement, le garçon, mais au bout d'un moment, fait autre chose, quoi. Pour la petite Mais histoire. j'en sais rien. Oui, pour la petite histoire, Ruquier est Havrais et a commencé au Havre. Non, on n'est pas tous nés égaux. Oui, absolument. Mais l'autre jour, il y avait une émission justement avec Ruquier où Ruquier reçoit, je sais pas, c'était les 100 ans de la radio, Oui. où Ruquier reçoit plusieurs personnes, dont Louis Rego. Oui. Et là, je me suis dit, il doit avoir un truc contre des proches, mais en même temps, ça m'a plu parce qu'il parle de la journée où ils ont reçu Jean-Marie Le Pen. Cette émission était très compliquée pour eux parce que l'idée, c'était effectivement une émission de radio pour rigoler et tout ça. Et l'idée de recevoir Le Pen, que ce soit des proches, mais comme Rego, c'était pas rigolo, quoi. Et ils ont réussi à le mettre à leur avantage, bref. Et Ruquier dit l'autre jour à Rego, il dit mais quand même, on entend parler toujours du sketch de Des proches, mais le vôtre, il était vachement bien. Limite, je vais être honnête, hein, il était mieux que celui de Des proches. Je me dis, dis donc, toi, t'as un compte à régler. Mais ça m'a plu quand même qu'on rentre un peu dans les ailes de Des proches parce que ce personnage qui est mis sur une espèce de piédestal depuis des années. Faut arrêter, c'est un type qui a eu 13 ans de carrière et ouais, peut-être qu'il a su partir au bon moment, mais c'est pas volontaire, c'est pas calculé. En tout cas, c'est volontaire parce qu'il s'emmerde. Donc il se casse. Laurent ? C'était ça la question ? Ah oui. Mais encore une fois, Marie, ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est que cette émission que tu parlais tout à l'heure, qui était le tribunal des flagrants délires, avec effectivement Claude Villers qui était en juge et en procureur. En juge, pardon. En juge non, et avec Des proches qui étaient procureurs. Voilà, Des proches étaient procureurs et Rego était avocat de la défense, non, un truc comme ça. Tout à fait. Et en fait, encore une fois, cette émission qui a une fois de plus marqué le paysage audiovisuel. Alors, il faut savoir deux choses, d'après ce que j'ai compris, c'est que ça a duré que 2 saisons, à peine, donc c'est pas énorme. Encore une fois, ça a marqué. Et en plus, quand tu parles de Le Pen, je crois que c'est une des rares émissions qui a été filmée. Ça a été la seule, je crois, d'ailleurs. Voilà, et encore une fois, voilà. Et moi, j'invite tout le monde. Je sais pas, mais moi j'invite tout le monde à quand même, parce que moi je me rappelle bien du sketch de Louis Rego, en préparant l'émission, on a regardé. Un fasciste, c'est génial. Voilà, mais ce qu'il a fait. Regardez aussi le sketch de Pierre Desproges, qui est quand même excellent. Où il a cette fameuse phrase, c'est ce jour-là, où il a trouvé cette fameuse phrase, tarte à la crème, peut-on rire de tout avec tout le monde? On se la pose, pardon, excusez-moi, mais mais parce que c'est une question piège, elle est terrible cette question, et aujourd'hui encore plus, quand les gens disent est-ce qu'on peut rire de tout encore aujourd'hui, Mais d'être face à Le Pen, ça le faisait chier quand même à la base. Mais complètement, parce que là, pour le coup, le sujet ne l'amusait pas du tout. Qu'il y ait un mec comme Patrick Poivre d'Arvor, 1, 2, 3, qui crée un bouquin de merde, ça le dérange pas. Et à la rigueur, quand il a des invités qui n'intéressent pas, il va trouver un autre sujet, il va parler d'autre chose. Mais le racisme, ça pouvait que lui parler, vu que c'était un antiracisme primaire, là, pour le coup. Il était totalement antiraciste, et ça, je pense que c'était... ils ont failli pas y aller, quand même, à cette émission. Véritablement, le Luron et des proches, ils se sont dit non, là on n'y va pas, là Le Pen, non, là on n'a plus envie de rigoler, là ça nous fait plus rire du tout, et ils ont eu culot d'y aller quand même à leur façon, et voilà, et des proches en disant cette phrase, peut-on rire de tout avec tout le monde, et le Luron qui a fait son en tant qu'avocat, voilà, et qui a fait une journée la journée d'un fasciste, qui est effectivement super drôle, et ils ont réussi à tourner Le Pen en ridicule. Et Le Pen, justement, c'est un des seuls tribunaux des flagrants délires qui a été tourné, et Le Pen est très fort parce que pendant toute l'émission, Le Pen est pété de rire. C'est vrai. Donc, on se dit, il est fort, le borgne. Il est très très fort. Ouais, il a un œil de verre.
Et c'est Luis Rego, hein, Oui, c'est Luis Rego. C'est Luis Rego. Tu as dit Thierry Leluron, mais c'est effectivement Luis Rego. J'ai dit Leluron ou pardon, excuse-moi. Non mais lapsus, excusez-moi. Lapsus. Ouais. J'ai une petite question d'ailleurs parce que, excuse-moi, alors je sais pas si tu pourras me répondre. En lisant un petit peu la biographie rapide de ton père a été en Algérie. Et Oui, apparemment, d'après ce qu'on comprend, l'Algérie, il n'en a pas un souvenir top. Il en a un souvenir atroce. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que c'est une période qui l'a marqué? Ah oui. Et pourquoi? Alors, c'est une période qui l'a marqué parce que déjà, c'était pas... Bon, maintenant, il n'y a plus de service militaire, mais c'était pas un truc qui durait 6 mois ou 8 mois, ça durait 2 ans, pas loin, ou 18 mois, enfin, un truc bien trop long. Et il se retrouvait qu'avec des mecs et des concours de paix et des trucs de mecs. Et que lui, il aimait bien plutôt... C'était quelqu'un qui était assez féminin dans ses goûts. Donc il allait plutôt chercher des fleurs, se faire des petits bouquets dans sa petite chambrine et tout. Il se faisait traiter de pédé, bien évidemment. De tout ça, et les concours de paix dans la chambre. Enfin, ça l'a conforté dans son... Comment dire, dans cette façon d'exécrer l'homme sous certaines coutures. En fait, on va dire, je pense que ça lui parlait pas du tout et que ça le rendait même en colère. Mais voilà, il a pas vu d'image parce que bon, on est pendant la guerre d'Algérie, je pense, non, à peu près dans cette période-là. Je ne pense pas qu'il a vu d'image violente. Il n'a pas vu d'image violente. Non. Alors, en tout cas, ça, j'en ai pas entendu parler. En tout cas, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il s'est surtout fait chier. En revanche, c'est à cette période-là qu'il a connu Vialat. Ça, c'est incroyable. Il a trouvé un bouquin de Vialat en plein service militaire là-bas en Algérie, et c'est là qu'il a connu Vialat où il est tombé complètement amoureux de Vialat. Vialat qui disait l'être humain redevient poussière, d'où l'importance du plumeau. Hein, bon. Voilà, donc forcément, il s'est retrouvé un bouquin comme ça, il s'est dit ouais, ça c'était sympa. Ils étaient effectivement très attachés à l'écriture, au jeu de mots, à la force des textes. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'en guise de texte, on fasse plaisir à Marie, notre invitée, et aussi aux auditeurs, en écoutant un texte de Paolo Conte. La chanson s'appelle Pretend, Pretend, Pretend. On écoute, et puis on retrouve Marie juste après. Musique. Look, your life is just like a blank sheet to feel. And listen to what I say. Pretend, pretend, pretend. What are you asking from life? The sheep
voilà un titre plutôt sympathique de Paolo Conte, Pretend, 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 un choix musical de Marie Desproges, notre invitée de ce soir. Marie, pourquoi ce choix musical ? Alors, Paolo Conte, c'est pour moi, et ce qui était pour mon père aussi, un artiste phare quand il a été en rencontre avec sa musique. C'était quelque chose de très fort. Et il a utilisé pour les chroniques de la haine ordinaire en générique, pardon. Et cette chanson-là est beaucoup plus rare, on la connaît pas très bien. Mais elle me rappelle un souvenir merveilleux. Enfin, malgré tout, c'est mes dernières vacances avec mon père. Ce sont mes toutes dernières vacances avec mon père en Corse. Et ce soir-là, on était partis à minuit avec le meilleur ami de mon père, avec sa femme. Peut-être on n'était partis que tous les quatre, donc mon père et moi. Et on était partis se faire un bain de minuit dans une eau sublime. Et on était rentrés dans la voiture, passait cette chanson. J'étais à l'arrière, dans les bras de mon père, qui me serrait dans une serviette pour que je me sèche. Et je me souviens, j'avais que 12 ans à l'époque. Puis c'était mon dernier été, c'était avant qu'il décède au mois d'avril d'après. Donc j'avais encore que 12 ans et je me souviens de ce moment comme un moment on se dit tout va bien et moi qui étais déjà angoissé par la mort à cet âge-là, je me disais je peux mourir tranquille, la vie est trop belle. Voilà, donc c'est une chanson qui pour moi me rappelle des bonheurs de vie, quoi, simples. Vraiment, véritablement. Très bien. Eh bien, en tout cas, c'est un très joli choix musical et d'ailleurs qui inspire Alain, puisque tu as des questions à poser, ou du moins une question. Je te cède la parole. Oui, alors Marie, juste avant la pause musicale, justement, tu nous as délivré une citation de ton père. Et moi, ça me fait penser à te poser une question. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais cette forme d'humour qu'a Pierre Desproges, est-ce qu'il a eu une influence dans sa vie de Pierre Dac? Parce que Pierre Dac aussi avait une forme d'humour assez forte, assez particulière. Ça me fait penser à ça. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelqu'un comme vous avez pu écouter, comme beaucoup ont pu rentrer de l'école pour écouter les flacons des lyres. Non, que je raconte pas de conneries. Oui, il y avait les flacons des lyres, ou le dimanche, le petit rapporteur. Lui, c'est quelqu'un qui séchait les cours et qui rentrait vite pour écouter Pierre Dac. Ah, voilà. Je sais pas comment, mais bien sûr, je pense que chaque artiste a son fond intérieur et qui fait qu'il a besoin de parler de ci et de ça de telle ou telle façon, et il va rencontrer ses pairs dans d'autres circonstances et voilà, et Pierre Dac en faisait évidemment partie, comme Vialat, de la même façon. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup ri. Francis Blanche, bien sûr, bien évidemment, et Brassens beaucoup, parce que Brassens, il a ce côté-là où il pouvait être drôle et en même temps, mais surtout incisif. Il pouvait être. Et puis je revois mon père sur Brassens peu de temps avant sa mort, où il y avait encore des trucs où je le revois un jour descendre de son bureau et me dire Marie, tu te rends pas compte, ça y est, j'ai enfin compris telle phrase. Et parce que les fusils, c'est pas compliqué, je saurais plus vous la dire. Il dit parce que ça veut dire si, ça. Ok, d'accord, j'avais 13 ans, je m'en foutais. Mais j'étais très fier de lui, très content pour lui, parce qu'il était très content. Mais voilà. Et ces personnalités, est-ce que toi, tu as l'occasion de les rencontrer, toutes ces personnalités qu'il a pu côtoyer, dont il était admiratif Alors, il en a très peu côtoyé, et s'il y en avait une dont il était vraiment admiratif, c'était Brassens. C'est la personnalité dont il était fou furieux, quoi. C'était un fou furieux, une midinette, quoi, limite. Et effectivement, ils n'ont pas eu le temps de se rencontrer. Ils se sont eus au téléphone. Ils devaient se rencontrer. Ils n'ont pas eu le temps de se rencontrer. Et c'est vrai que je me souviens très bien de la mort de Brassens, qui ne lui a pas fait que manger des moules, qui ne l'a pas fait que pleurer qui ne l'a pas fait que pleurer comme un gosse. Enfin, si, il a pleuré comme un gosse. Si, en fait, c'est ça. Les moules, c'était Guettari, qui était encore en vie, je crois. Mais
Là, faut connaître le truc, mais bon. Laurent le connaît bien, je crois. Oui, alors, Paris, si je peux me permettre, je me permets d'enlever, enfin de faire une De rectification. rectifier. Voilà, Oui. parce qu'en fait, à l'époque, il faut savoir que quand il a dit « j'ai pleuré comme une midinette à la mort de Brassens », par contre, pour la mort de Tino Rossi, j'ai repris 2 fois des moules. Mais en fait, là où tu m'as appris quelque chose, Marie. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Alors, non, parce que tu me dis, il a dit Tino Rossi, parce qu'à l'époque, effectivement, il était décédé. Mais à l'époque, il pensait à Georges Guettari. Et Guettari était encore en vie. Bien sûr, c'est Georges Guettari pour moi. Oui, mais il était encore en vie, donc il pouvait pas blaguer là-dessus. Mais il disait pas Georges Guettari? Non, il disait Tino Rossi. Mais vous savez quoi? On va l'écouter puisque ça fait partie des phrases Ah. cultes. On a Bah, dit qu'on allons-y. passerait 5 phrases cultes. Alors, on va peut-être pas les passer les unes à la suite des autres, mais on va faire un découpage. Alain va s'occuper de ça au montage. Il va nous faire quelque Découpez. chose de formidable. Alain,